En quelques mots, je suis actuellement chargé de projet éducatif au sein d'une association roubaisienne dans le nord de la France qui s'appelle l'ARE, A-R-R-E, pour Association Ressources pour la réussite éducative. Donc, chargé de projet éducatif, je travaille auprès du public, familles, professionnels, enfants, jeunes, bénévoles, qui gravitent autour de l'éducation, de l'accompagnement des enfants dans la réussite éducative. J'ai un parcours d'enseignant spécialisé, entre autres, dans l'accompagnement des jeunes qui présentent des troubles des fonctions cognitives, et je suis formateur autour des questions des apprentissages, des troubles du neurodéveloppement et des stratégies d'adaptation dans les apprentissages. Du coup, dans mes différentes pratiques que j'ai pu avoir professionnellement, j'utilise plusieurs leviers, notamment la neuroéducation, la psychoéducation dans les troubles spécifiques, dans les troubles du neurodéveloppement, et j'utilise la ludopédagogie. Donc, dans ma pratique, j'utilise moi-même auprès des jeunes, et d'ailleurs dans la mienne et dans ma pratique parentale, énormément de ressources numériques pour les apprentissages, pour le développement de compétences, pour prendre du plaisir, pour adapter à des situations spécifiques, et pour accompagner tous les jeunes dans leur développement global. C'est donc globalement le plan de notre intervention ce soir. Faire un petit point sur la question des écrans. Est-ce qu'ils sont amis ou ennemis des jeunes? Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je serai tranquille avec la question des écrans quand on arrêtera de la traiter comme une question à part entière. Et quand on pourra distiller de l'écran ou des ressources numériques dans les apprentissages, dans les besoins spécifiques, dans les compétences psychosociales, dans la régulation émotionnelle, dans, je sais pas, les stratégies d'autorégulation, dans la mise en place d'un dispositif auprès d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, et qu'on n'aura plus une porte d'entrée des écrans. Ça veut dire qu'on aura enfin compris qu'ils sont un média, ils sont un outil au service d'eux comme un autre. Par quoi commencer quand on tape sur Google, danger et écran, on a 27 millions de résultats en quelques millisecondes. 27 millions de résultats, c'est énorme, et on retrouve en grand titre très rapidement les termes addiction aux écrans, danger des écrans, crétin digital, surexposition aux écrans, tous responsables. Vous reconnaissez certainement des livres, enfin des titres de livres qui sont des best-sellers ou des titres de reportages, de microfilms qui ont été diffusés et qui ont fait des centaines de milliers de vues sur les grandes chaînes nationales ou privées. Ça montre que ce qui est montré, dans ce qui est véhiculé, si vous allez à Cultura ou au Furet du Nord, ou bien à la Fnac, vous allez avoir un rayon sur la prévention des écrans avec beaucoup de culpabilisation, beaucoup de danger et puis beaucoup de mise en avant de ce qui pourrait être un fléau pour l'humanité, quasiment. Donc, on retrouve beaucoup de collectifs et d'associations. Je vais pas les nommer ce soir parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec ces associations. En tout cas, elles font très bien leur taf en grande partie. Mais aujourd'hui, on va parfois retrouver sur le terrain une transformation de leur discours leur discours qui est à la base une sensibilisation, une prévention et le partage de règles de bonne conduite, qui peut vite se transformer en culpabilisation et éloignement des enfants, pardon, des familles, des écrans et des ressources qui pourraient leur servir pour les accompagner le développement de compétences. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut déplorer, c'est que beaucoup de familles vont avoir tendance à ne pas vouloir utiliser l'écran, à ne pas vouloir proposer des ressources riches par la peur du regard de l'autre, par la peur du poids sociétal. Un exemple personnel, je me souviens que quand je suis allé au restaurant en famille et que j'ai donné Netflix à mon enfant, à mon fils de 2 ans et demi pour qu'il regarde Simon Super Lapin pour qu'on puisse finir le repas parce qu'il n'en pouvait plus, je me suis excusé auprès du serveur en disant je suis désolé, c'est pas habituel. Ben, en fait, si ça peut être habituel, l'essentiel est que derrière, je reprenne avec lui sur du développement de la compréhension du récit, le développement de la compréhension du vocabulaire, comment il a vécu ses émotions, qu'il me raconte, voilà. Qu'on vienne, nous, en tant qu'adultes, comme un tuteur, pour utiliser l'écran comme une expérience positive. Aujourd'hui, un des deuxièmes points, c'est qu'on a une surreprésentation de personnalités médiatiques qui ne sont pas forcément des expertes dans le champ des compétences numériques, et qui sont parfois totalement déconnectés des résultats d'études scientifiques. Aujourd'hui, on n'a pas de consensus global sur l'utilisation des écrans ou sur l'effet des écrans dans le développement de l'enfant, en tout cas dans le développement psychosocial, dans le développement du cerveau. Par contre, on a des personnalités médiatiques qui vont être surreprésentées à la télévision ou dans les médias, qui eux vont se baser sur des observations cliniques personnelles. On rappelle qu'une observation clinique et personnelle sur une personne, ce n'est pas le résultat sur un échantillon ou sur une population globale. Donc c'est difficile d'en tirer des conséquences ou des résultats probants. Ce qu'on conseille, c'est qu'en absence de consensus, aujourd'hui, on a les recommandations du Haut Conseil de la santé publique qui datent de 2020, et le seul effet néfaste d'une surexposition aux écrans sont ceux de la lumière bleue aujourd'hui.
À part, on a parfois, on retrouve légèrement une petite irritation de l'œil quand on a une surexposition, mais qui est passagère suite à la surexposition et qui s'atténue au bout de quelques heures, voire une journée. Sinon, aujourd'hui, on n'a pas de consensus sur des effets négatifs. On est en très forte attente des résultats du comité d'experts sur l'exposition des enfants aux écrans, ce qu'on appelle le comité Macron pour les écrans, qui était prévu fin mars et qui a eu une demande de report le 30 mars pour paraître au mois de mai 2024, si j'ai pas de bêtises. Dans ce comité d'experts, on va retrouver notamment Grégoire Borst, qui est le directeur du laboratoire de développement de l'enfant, en psychologie du développement, pardon, l'APSIDE. On va retrouver Axel Dessein, on va retrouver le directeur d'application Xulu. Si vous ne connaissez pas Xulu, on pourra en parler en question-réponse. Donc voilà, ce qu'on retrouve globalement, hein, ce sont un point de vue qui va être alarmiste et culpabilisant. Si on veut avoir un point de vue diversifié sur l'usage des écrans, puisque ce n'est pas mon propos ce soir, je vous conseille d'aller regarder ces différentes personnes. Comme vous aurez accès au replay, vous pourrez mettre pause pour aller voir. Et on peut citer Yann Leroux qui a sorti un excellent ouvrage sur l'utilisation du jeu vidéo à destination des éducateurs et des parents. Vanessa Lalo et puis Anne Cordier, par exemple, pour ne citer qu'elles, qui font un travail de sensibilisation de très grande qualité avec la mise en avant de ressources riches. Les écrans, amis ou ennemis des jeunes. Moi, je l'ai dit, je pense en introduction, l'écran, c'est un média, c'est comme un outil, c'est comme un magazine, c'est comme la télévision, c'est comme un livre, un roman. C'est un outil qui permet de faire passer un message et de faire passer du contenu. Donc aujourd'hui, la question de l'écran en tant que tel, on pourrait se la poser au point de vue neurobiologique sur la question de la lumière bleue. Tout ce qui va être l'effet de l'écran du point de vue motivationnel, du point de vue comportemental, du point de vue de l'apprentissage, du point de vue des compétences psychosociales, c'est noyé dans des compétences parentales, dans des compétences que l'enfant développe par lui-même, d'autorégulation par exemple, mais c'est aussi noyé dans des composantes sociétales. Par exemple, l'école va choisir de mettre en avant ou non des ressources numériques dans la classe, le centre de loisirs de la même façon, le thérapeute qui va suivre un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme va décider d'utiliser ou non des ressources numériques, et ce n'est pas forcément la demande, le besoin du jeune à ce moment-là. Donc aujourd'hui, l'écran, c'est un support qui est, euh, qui est disponible pour tous et qui n'est pas forcément livré avec une notice. Si on veut se créer une notice en famille, la première ressource qu'on a tendance à proposer, et qu'en tout cas dans notre association, là où je travaille et que moi je propose aussi, c'est Familum. Familum, c'est une ressource en ligne, un site internet qui va permettre de créer sa charte des utilisations, enfin sa charte d'utilisation des ressources numériques en famille. On va pouvoir comment dire, définir sa composition familiale et on va pouvoir ensuite se positionner et établir une charte familiale, non pas une charte parentale, c'est important, une charte familiale sur les droits et les responsabilités de chacun face aux usages numériques, en termes de temporalité, d'accès au contenu et en termes de représentation spatiale des écrans. Est-ce que papa et maman ont le droit d'avoir le téléphone portable à table pendant le repas? Oui, non. Est-ce que les enfants ont le droit? Oui, non. Est-ce qu'on a le droit d'avoir la télé dans la chambre? Si oui, quel enfant? Jusqu'à quelle heure? Si non, quel enfant et pourquoi? Donc voilà, on va vraiment construire la charte étape par étape, sujet par sujet. Ce que je tiens à dire ce soir, c'est que de mon point de vue professionnel et celui qui est partagé par ceux avec qui je viens de travailler, c'est que l'écran est une chance supplémentaire de fournir des outils riches pour accompagner le développement de l'enfant. Euh, Point que je mets toujours en avant, c'est que ce n'est qu'un outil au service du soutien du développement. Ce n'est pas l'écran qui va permettre de développer tout ce que je vais vous présenter, hein, les compétences cognitives, les compétences psychosociales, les apprentissages, la motivation, les adaptations par rapport aux besoins individuels, etc. Mais jamais l'écran, qui par lui-même va développer les compétences ou va adapter des supports. C'est vraiment le positionnement de l'adulte avec l'enfant qui utilise un outil au service d'eux. Et encore après, il faudra valider les étapes. On va parler de jeux vidéo ce soir. Il faudra s'entraîner, jouer, métacogiter, donc faire de la métacognition, extraire du cerveau de l'enfant sa propre observation des processus de pensée qu'il utilise, et ensuite faire des transferts sur d'autres activités, comme des programmes de remédiation de propos. On parlera de Bababou, par exemple, enfin de programmes de neuroéducation. J'espère que ça va. Tout petit aparté sur pourquoi les écrans pourraient être au service des apprentissages. Je la fais très rapidement. Quatre piliers qui sont présentés pour un apprentissage durable et de qualité par Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene, grande référence aujourd'hui dans la présentation en neurosciences cognitives des apprentissages.
Quatre piliers, l'engagement actif. Le jeune n'est pas juste en réception d'une information, mais il s'engage, il la manipule, il se pose des questions, il s'interroge, il joue avec l'information pour l'acquérir, pour pouvoir l'ancrer plus profondément et pour pouvoir la restituer euh, avec un meilleur taux de rétention, un meilleur taux de retour. Deuxième pilier, l'attention. Donc l'attention sur une cible attentionnelle. Là, on pourra aller voir les travaux, par exemple, de Jean-Philippe Lachaud pour compléter comment on fabrique une cible attentionnelle pour que l'enfant puisse se saisir de l'information qu'il doit apprendre. Troisième pilier, le retour sur l'erreur, le feedback immédiat dans les quelques secondes qui suivent une prédiction. Un enfant qui apprend est un enfant qui fait des hypothèses. Et si l'hypothèse n'est pas validée, si l'hypothèse est bonne et qu'elle est validée, c'est pas un apprentissage. L'enfant le savait déjà. Mais si l'hypothèse n'est pas juste et qu'elle est déconstruite, l'enfant fait un apprentissage. Par contre, si l'hypothèse n'est pas juste et qu'elle n'est pas déconstruite, ben en fait, l'enfant n'apprend rien, il surapprend une erreur. Donc, autant avoir un feedback immédiat que permet l'écran. Quand vous avez une petite musique sur Mario ou bien une petite pièce qui vous fait tut, 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 vous savez que vous avez réussi. Par contre, quand vous avez un avec une grosse croix rouge, vous savez que vous avez raté l'épreuve. Ça, c'est du feedback immédiat. Et enfin, quatrième pilier, la consolidation. La consolidation, c'est le fait de venir revoir les connaissances, de rebrasser des compétences avec un espacement progressif dans le temps, de façon à savoir que l'enfant va se l'approprier, va combattre des biais cognitifs comme l'impression de maîtrise, l'illusion de maîtrise et la courbe de la mémoire, pardon, oui, la courbe de mémoire, ça me reviendra d'Ebbinghaus, qui dit qu'on va perdre à peu près 90% des informations au bout d'une semaine. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir remettre de la consolidation avec de l'espacement temporel. On a des applications qui le font très bien. Donc, on va le voir. Je pense que toutes les applications ou tous les sites que je propose ce soir vont utiliser au moins toujours trois des quatre piliers pour des apprentissages de qualité selon Stanislas Dehaene. Petite introduction, mais pour moi, c'est important de pouvoir l'expliquer. On commence par quelques applications. Ce soir, je vais vous en présenter. Je ne vais pas avoir le temps forcément de les ouvrir et de les manipuler. S'il y en a une que vous voulez voir plus en détail ou sur laquelle vous voulez revenir, n'hésitez pas à l'écrire dans le forum, dans le chat, et puis du coup, on pourra passer plus de temps sur celle-ci. Anki et Quizlet. Anki et Quizlet, donc Anki, c'est un logiciel téléchargeable, libre de droit. Quizlet, c'est un site avec une inscription gratuite qui permettent d'utiliser des questions-réponses. On apprend en se testant, en se posant des questions, et on apprend en mettant de l'espacement progressivement. Anki permet de se créer ses flashcards pour pouvoir s'interroger, de partager des paquets de cartes et d'aller en télécharger. Pareil pour Quizlet, ce sont donc deux ressources qui permettent aux jeunes, notamment à l'approche du brevet ou à l'approche du baccalauréat, de s'interroger. Après avoir appris, révisé, mis en avant les ressources, les informations les plus importantes, ils peuvent se créer des flashcards, se les partager entre copains et s'interroger avec un feedback immédiat. Learning Apps et Jeux Pédago, ce sont des sites avec des ressources quasiment illimitées, infinies, qui permettent de faire des exercices sous forme de jeu. Learning Apps, ce sont des jeux qui sont créés par une communauté qui décide de partager les jeux en ressources libres de droit. Et on peut trouver des jeux de la maternelle jusqu'aux études supérieures sur à peu près tous les sujets que vous imaginez. Ça peut être l'apprentissage de l'espagnol, comme ça peut être l'orthographe lexicale. Ça peut être l'apprentissage des fractions, comme, je sais pas, de la physique-chimie en BTS. Pourquoi pas. Escape, c'est une ressource qui est mise en avant par l'Éducation nationale, qui permet d'aller chercher des escape games pédagogiques qui sont mises à disposition sur le site ou de s'en saisir pour pouvoir les transformer et les utiliser. Donc ici, on a des ressources numériques qui sont motivantes, qui vont se baser sur les quatre piliers des apprentissages et qui vont permettre aux jeunes d'approfondir lui-même ces apprentissages à la maison ou qui vont permettre aux enseignants, aux pédagogues de pouvoir les utiliser pour diversifier leurs approches pédagogiques. Quelques ressources que j'adore, qui font partie de mes préférés. GraphoGames. GraphoGames, c'est une application qui permet d'apprendre le code, donc toutes les relations entre les graphèmes et les phonèmes pour entrer dans l'apprentissage de la langue écrite et qui va accompagner le jeune enfant, on va dire, de 5 ans jusqu'à l'apprentissage des mots-outils. C'est un jeu qui est mis en avant. J'avais trouvé un article où Grégoire Borst le mettait en avant, si je dis pas de bêtises. J'ai pas réussi à le retrouver pour ce soir, mais GraphoGames, un incontournable. Ma fille a appris à lire, par exemple, à titre individuel, avec, toute seule, pendant le confinement à ses 5 ans. L'application est tellement bien faite que quand on l'utilise en atelier, en centre social ou à l'école, les enfants sont un petit peu accros. Ils ne veulent plus quitter l'application parce qu'elle leur offre un feedback immédiat et un retour sur erreur qui va permettre d'ajuster leur comportement. La Lilo, qui est un incontournable, on pourra en parler également.
Je m'arrête un peu plus sur Archipel Éducation. Archipel, c'est un site et une application que vous pouvez télécharger sur iOS, sur Android ou bien sur un PC. Et là, l'enfant va développer des compétences mathématiques en créant son île. Et en fait, ça va être comme un jeu de gestion de ressources, un peu comme dans les Sims ou un petit peu comme dans, ça me reviendra après, celui où on peut jouer avec sa mamie pour s'envoyer des bananes et des cadeaux sur une île déserte. Animal Crossing. Ça va être un petit peu un jeu de gestion de ressources qu'on va débloquer au fur et à mesure qu'on remplit des défis mathématiques. Donc celui-ci, gros, gros, gros coup de cœur de toutes les jeunes filles ou tous les jeunes garçons à qui je l'ai présenté récemment. On va avoir un programme qui s'arrête quand même au niveau du début du collège. Donc âge de cible, je dirais entre 8 et 12 ans, c'est pas mal. Et après, on a d'autres ressources comme Motufo ou Matero, qui sont plutôt des ressources pédagogiques que moi j'utilisais en classe, par exemple, mais qui, je pense, nécessitent aujourd'hui une licence à activer au niveau de l'enseignant. Pour quelques euros pour l'année, hein, donc pour 30 élèves, c'est toujours très viable. Et Math Hero, ça s'appuie sur énormément de leviers motivationnels, de créer son avatar, de l'améliorer, de gagner des skins, donc des skins, des costumes, des capes, voilà, plein de choses, et des nouveaux super pouvoirs, tout en ayant un parcours individualisé des apprentissages. C'est très dense. J'essaie de tenir le coup. Les écrans au service du développement global, encore une fois, des gros coups de cœur. Ici, je commence par Lucha et Endeavor. On a deux jeux, deux applications qui sont reconnues comme ayant des effets positifs, hop, une coquille, dans l'accompagnement ou la remédiation des troubles liés aux troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En gros, Endeavor est aujourd'hui prescrit aux États-Unis, enfin donc il est mis en place sur prescription médicale pour diminuer le retentissement des troubles de l'attention et des troubles du comportement, quand il y en a, en lien avec un TDAH à la maison, et qui montre des effets significativement positifs. Lucha est également une activité de jeu qui permet à l'enfant de développer des stratégies d'adaptation pour pouvoir être plus autonome et mettre en place des routines dans son quotidien et d'aller les valider. Donc c'est un jeu qui permet de gagner des ressources et de transposer dans la vie réelle des apprentissages pour gagner en autonomie et pour ne plus oublier de se laver les dents, préparer son pyjama, faire son cartable, aller se coucher, dire je t'aime à maman en allant au travail et servir le café à papa. Pourquoi pas? On va faire le tableau et on va dire ce qu'on veut dedans. On va donner à l'enfant des routines. Babaou, c'est un gros, gros coup de cœur, Babaou. Babaou, c'est un jeu de neuroéducation. Je vous encourage tous à aller le télécharger parce qu'il bénéficie d'une mise en avant, enfin d'une mise à disponibilité gratuite aujourd'hui. C'est un programme qui est étudié pour voir l'effet positif de la neuroéducation sur le développement des enfants. Je pense que des personnes dans le forum pourront en parler tout à l'heure par question ou bien pouvoir prendre la parole. C'est un jeu qui permet aux enfants de pouvoir comprendre le fonctionnement de leur cerveau pour lutter contre la grande distraction. Et les enfants vont devoir accompagner les astrocytes, qui sont des cellules du cerveau. Et on va parler d'inhibiteurs, on va parler donc de INI pour inhibition. On va parler de contrôle moteur, on va parler d'autorégulation, on va parler de distraction, on va parler d'attention focalisée. Voilà. L'enfant, quand il y joue, il est capable, au bout de quelques minutes de jeu, d'expliquer ce qu'est une synapse, ce qu'il s'y passe et quel est le rôle d'un neurotransmetteur dans sa gestion de son attention. Et ça, c'est magique. Parce qu'on peut faire ce métier depuis presque 10 ans et avoir un impact positif en classe, en groupe, en accompagnement individuel. Il n'y a aucun autre support que Bababook qui a mieux fait le taf, je pense, aujourd'hui, pour que les jeunes soient engagés en neuroéducation. Donc, je le salue énormément. Trois ressources, All You Can Eat, Guacamole et Crush Station, qui sont des jeux mis en avant par l'Université de New York pour le soutien au développement des fonctions exécutives. Guacamole, c'est un tap-la-top qui permet de développer la résistance cognitive, donc l'inhibition. Crush Station, c'est un jeu où on doit mémoriser des séries d'animaux en fonction de leur forme et de leur couleur. Donc on travaille la mémoire de travail visuelle avec plusieurs modalités. Et on a ici All You Can Eat qui va travailler la flexibilité avec des consignes qui changent toutes les quelques secondes. On doit éliminer des extraterrestres qui viennent en leur donnant des desserts, mais les desserts qui correspondent aux bons extraterrestres vont changer assez régulièrement et de plus en plus rapidement. Donc flexibilité. On a ici des jeux hautement motivants qui sont gratuits pour la plupart. Ici, Endeavor, qui n'est pas forcément disponible. Mais toutes celles-ci sont librement accessibles, utilisables, et vous pouvez les mettre dans les mains de vos enfants. Vous allez avoir un taux d'adhésion et de plaisir qui est très, très important, je pense. Je vais passer cette question de ChatGPT, puisque je pense que le temps ne me laissera pas enfin, j'aurai pas le temps de vous le proposer. Si vous n'avez pas encore utilisé l'intelligence artificielle pour proposer de l'accompagnement, enfin, du contenu adapté à des jeunes qui présentent des besoins spécifiques, je vous encourage à utiliser une intelligence artificielle, ChatGPT ou une autre, pour pouvoir adapter votre contenu.
Moi, je prends aujourd'hui des GPT pour avoir des adaptations pédagogiques, pour pouvoir accompagner des jeunes qui en auraient le besoin. En off, parce que je ne le fais plus à titre individuel, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser en formation pour pouvoir accompagner. Le seul X, c'est que ça n'adapte pas le document en lui-même. Ça proposait des stratégies d'adaptation. Et si on veut adapter les documents en eux-mêmes, on va pouvoir utiliser une des autres ressources que j'adore, c'est Cantu-Scribe. Donc, j'ai pas d'affiliation, hein, je ne perçois pas de rémunération pour Cantu ou bien pour d'autres ressources ce soir. Mais aujourd'hui, Cantu-Scribe, c'est un outil tout en un, qui va permettre à l'élève, à l'enfant ou à l'adulte même, de prendre son document, de le mettre dans un classeur numérique, ou à l'enseignant de gérer des classeurs pour tous les élèves de la classe, ou au thérapeute de gérer des classeurs ou des fiches de psychoéducation pour la famille, ou des documents d'adaptation. Par exemple, je pense au neuropsychologue qui pourra accompagner dans la mise en place de stratégies d'adaptation. Il va pouvoir mettre en place un cahier auprès du jeune et tester différentes ressources, différents types d'adaptation visuelle ou non, de différentes compensations, et voir lesquelles sont les plus agréables pour l'enfant, les plus efficaces. Le but du jeu, c'est toujours de soulager la mémoire de travail pour que l'enfant soit plus en mesure d'utiliser sa réflexion, sa planification, enfin toutes ces fonctions cognitives. Dans Babaou, pardon, dans Count to Scribe, pardon, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir prendre le document et on va pouvoir enregistrer pour chacun des enfants les préférences d'adaptation. Et quand vous allez prendre un document, vous allez utiliser un OCR, donc prendre un PDF, extraire le texte directement dans Cantu, sans passer par trois ou quatre sites sur Internet. On a Mon Carnet Fantastique qui est génial en ligne. On a des OCR qu'on trouve facilement sur Google. On a plein de choses, mais jusqu'à aujourd'hui, quand j'accompagnais des jeunes, je devais piocher sur une, deux, trois ou quatre ressources différentes. Là, on fait tout à l'intérieur. On peut adapter le texte, le copier, on peut utiliser les opérations, les symboles d'électricité ou de physique-chimie, des équations, on peut utiliser la géométrie. Et en fait, l'enfant qui aurait une dyspraxie, un trouble du développement moteur, la coordination motrice, pardon, va pouvoir utiliser le logiciel pour venir mettre ses figures lui-même et pour pouvoir être dans la créativité, dans la création des ressources. C'est pas l'enseignant qui va donner la figure, ou bien l'AVS, l'AESH, qui va donner la figure parce que le jeune n'est pas capable de, c'est le jeune qui va utiliser une autre façon de tracer sa figure, et si elle n'est pas exacte, elle n'est pas exacte. C'est-à-dire que le but de Count to Scribe, c'est pas de faire à la place d'eux, c'est de permettre à l'enfant de faire. Et ça, c'est une très grande richesse. On va avoir également la possibilité d'avoir du texte lu. Et Cantu est en train de développer un outil qui permettrait d'accompagner les thérapeutes et les professionnels de l'éducation dans l'identification des besoins spécifiques et dans la mise en avant d'adaptations efficientes. Donc, pareil, encore une ressource numérique qui permet aux jeunes d'aller sur une capacitation très importante. J'essaie de regarder l'heure un petit peu, hein. Des écrans au service du plaisir, mais pas que. On a parlé de plein de ressources pour les apprentissages, et comme j'ai parlé très vite, on va avoir le temps d'y revenir, je suis content. Mais il y a des jeux vidéo. Et parfois, on peut avoir, si on n'est pas habitué aux jeux vidéo, moi, vous le voyez peut-être, hein, j'ai un magnifique pull Dragon Ball, je suis un enfant qui a grandi avec le Club Dorothée et la Super Nintendo. D'ailleurs, quand je dis un enfant, c'est que je suis encore probablement un grand enfant, et je joue encore à des jeux vidéo. Les jeux vidéo vont permettre d'avoir un côté ludique qu'on ne va pas trouver forcément sur d'autres jeux. Alors, encore une fois, ce n'est pas le jeu vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ce n'est jamais le jeu vidéo qui est responsable des problèmes qu'on pourrait avoir dans les compétences psychosociales, des problèmes liés à l'obésité ou la sédentarité, c'est toujours ce que l'on ne fait pas pendant qu'on est sur les jeux vidéo. Par exemple, lié à la sédentarité et l'obésité, aujourd'hui, ce n'est pas le jeu vidéo ou bien l'écran qui en est responsable. On sait que ce sont les pratiques, les conduites comportementales qu'il y a quand on joue aux jeux vidéo qui sont à côté. Et donc, on est bien sur des pratiques éducatives, comportementales de l'individu, la consommation de soda, de chips ou bien de junk food et une sédentarité accrue sur un canapé toute la journée qui va permettre de développer des problèmes de santé liés à l'obésité, potentiellement. C'est pas le fait que je joue à Zelda qui va faire que je vais avoir des problèmes de santé. De la même façon, ce n'est pas le fait que je joue, je sais pas, Age of Empires qui va faire que mes compétences psychosociales vont me donner vont me provoquer des troubles du comportement ou provoquer un isolement, un mal-être social. En revanche, on sait que le jeu vidéo va, dans un type de population, répondre à certains besoins et que les populations à risque de difficultés psychosociales ou qui auraient déjà des prédispositions pour aller vers un isolement ou vers des troubles de la régulation émotionnelle, donc des jeunes qui ont déjà un terrain de prédisposition, vont plus favorablement s'engouffrer dans le jeu vidéo
soit pour masquer, soit pour répondre à des besoins. Et donc, en fait, on a plutôt un effet de recrutement autour des jeux vidéo d'enfants ou de jeunes ou d'adultes qui auraient déjà des difficultés ou des prédispositions qui sont mises en avant et exacerbées par une utilisation énorme du jeu vidéo et non raisonnée. C'est encore une fois pas le jeu vidéo. Bref, je termine cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut développer au-delà du plaisir? Si vous n'avez jamais joué à ces jeux, quelle petite revue. Zelda, vous allez avoir une créativité sans borne. Aujourd'hui, on a des universités d'architecture et des universités de travail sur l'énergie renouvelable qui utilisent Zelda aux États-Unis pour pouvoir lancer des concours entre les étudiants de créativité. Parce qu'on va utiliser une ressource pour pouvoir créer des engins à mouvement illimité, à mouvement perpétuel. Aujourd'hui, Zelda, ça c'est juste une chose. C'est un monde ouvert qui permet de s'évader et de gérer ses émotions, de gérer son stress, de planifier son temps, de gérer des ressources, de tout. Et Zelda travaille énormément de fonctions cognitives. Et si vous mettez un enfant de 8, 10, 12 ans qui se met à jouer à Zelda, vous allez voir très rapidement les efforts qu'il va devoir faire pour comprendre le jeu. Il va y arriver certainement si ça l'intéresse. Et vous allez très vite voir les progrès qu'il va faire en termes de compréhension, de gestion de ressources, de planification du temps, etc. C'est un outil qui est assez magique et je pense qu'aujourd'hui il n'a pas son pareil. Donc le dernier, c'est Tears of the Kingdom, qui est juste fabuleux. Cuphead, si vous avez un travail à faire sur la régulation émotionnelle, sur l'autorégulation du jeune et sur le rapport à l'erreur, Cuphead, c'est la pépite par excellence. J'ai beaucoup de tatouages, je pense qu'un jour, j'aurai un tatouage Cuphead. Cuphead, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir essayer à peu près 1000 fois le même niveau pour pouvoir progresser étape par étape. Chaque déplacement d'un mob, d'un ennemi, est basé sur des patterns qu'il reproduit de façon illimitée. Et si vous faites toutes les 3 fois, vous perdez le niveau, vous le recommencez à zéro. Vous allez donc devoir progresser étape par étape, analyser les patterns de chacun des éléments du décor et des personnages pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir finir un niveau, vous êtes obligé de le perdre au moins une centaine de fois pour pouvoir aller jusqu'au bout du niveau. Ça, c'est le niveau run and gun. Vous avancez de gauche à droite sur un écran qui défile. C'est très rapide, c'est très stressant, mais c'est très valorisant quand vous réussissez. Le feedback, il est immédiat pour le coup. Vous avez un deuxième type de niveau qui est un niveau contre des monstres sur un écran statique avec juste votre personnage et le monstre qui bouge qui est favorable à l'utilisation du jeu vidéo chez des enfants qui auraient un trouble attentionnel. Un enfant qui aurait un TDAH ou bien un trouble visio-attentionnel va avoir plus de facilité sur un écran qui est fixe, plutôt que sur un écran qui tourne à 3 dimensions comme Fortnite. Donc Cuphead, c'est un jeu qui va travailler le rapport à l'erreur de façon positive, mais qui va aussi travailler, s'il y a un adulte qui accompagne, sur l'autorégulation et la gestion des émotions. Parce que Cuphead, je vous l'ai dit, vous perdez 1000 fois. Et quand vous êtes à la 999e partie et que vous perdez à 0,01% de la fin, juste un toucher du personnage, et que vous aviez vu que vous alliez le battre, vous avez envie de jeter la manette à travers toute la maison et de jeter la maison avec la manette. Pour autant, vous allez pouvoir accompagner le jeune, l'adolescent ou l'adulte dans des stratégies d'adaptation pour mieux réguler ses émotions et ne pas détruire sa Switch au bout du troisième niveau. Age of Empires, jeu de gestion de ressources qui est très connu et qui mérite sa renommée. Vous allez pouvoir traverser l'histoire avec un grand H en développant des civilisations, en gérant des armées, des ressources, des minerais, du bois, des pierres, en gérant un petit peu d'aspect géopolitique. On est vraiment sur quelque chose qui va permettre aux jeunes pareil, de gérer des ressources, de gérer du temps, de planifier, de réguler ses émotions, de réguler ses comportements et d'être flexible. Parce que quand on construit une ville, qu'on a passé des dizaines d'heures à la faire et qu'il y a une armée qui va nous la détruire, qu'on doit recommencer à zéro parce qu'il y a eu un incendie, on a intérêt à être flexible pour continuer dans ce jeu-là. Ghost of Tsushima, je lis énormément de romans qui sont liés au Japon depuis que je suis tout petit, ou bien je regarde beaucoup de mangas. Certains d'entre vous ont certainement regardé la série de très grande qualité aujourd'hui. La série fait partie aussi des écrans, hein. La série qui s'appuie sur des faits historiques japonais, qui s'appelle Shogun, qui est sur Disney+, et je peux citer Netflix et d'autres plateformes pour pas qu'il y ait de petits conflits d'intérêts au cas où. Sur Disney+, sur Shogun, vous avez un environnement japonais qui est mis en avant. Mais si vous ne connaissez pas l'univers du Japon, vous pouvez être vite décontenancé et rater plein de références. C'est le cas de la littérature. Si vous lisez aujourd'hui, par exemple, les chroniques de l'érable et du cerisier, que vous lisez Shogun, ou bien que vous lisez, comment ça s'appelle, le clan des Otori, il y a plein de phrases, il y a plein d'évocations, il y a plein de descriptions de contextes que vous n'allez pas pouvoir comprendre parce que vous ne vous êtes jamais créé les images mentales qui permettent de les comprendre. Si par exemple je vous dis que le tanuki se repose sous le Polonia, il faut savoir ce que c'est qu'un tanuki.
et un Polonien. Et si je vous dis que je portais un masque de, je sais pas, de Oni ou bien de Kitsune, il faut savoir ce que c'est qu'un masque de Oni ou de Kitsune. Les jeux comme Ghost of Tsushima, pardon, ou bien Assassin's Creed permettent de voyager, permettent aux jeunes de se créer des images mentales qui vont faciliter la compréhension dans l'accès à la lecture, la compréhension pour l'accès à la créativité. Aujourd'hui, à part si vous avez les moyens de voyager dans le temps, d'une part, et de voyager dans tous les pays du monde, il y a très peu de jeunes et très peu d'adultes qui pourront se créer autant d'images mentales. Le jeu vidéo fait partie de ces supports, de ces médias qui permettent de développer des connaissances et un imaginaire riche. Je termine avec les deux dernières vignettes parce que le temps est compté. Petite présentation de Fortnite. Fortnite, c'est un jeu que tout le monde connaît, qui a une très mauvaise presse. C'est pas un jeu qui, à mon avis, mérite aussi bien sa grande renommée. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas un grand fan. Par contre, Fortnite et tout ce qu'on appelle les jeux de FPS, donc de tir à la première personne, sont des jeux qui vont énormément participer au développement de réseaux de neurones responsables des fonctions exécutives telles que la flexibilité, l'inhibition et la mémoire de travail. Quand vous jouez à Fortnite, vous avez à peu près 1 million d'informations en même temps à prendre en compte et vous devez être capable de vous adapter à chaque changement de situation. Vous jouez dans un monde avec des dizaines, des centaines de personnes connectées qui veulent vous tuer à n'importe quel moment et qui vont bondir, qui vont sauter, qui vont ramper, qui vont rouler, qui vont popper, qui vont exploser. Et vous devez vous adapter chaque milliseconde aux nouveaux changements dans votre décor pour survivre et pour gagner. Si on pouvait utiliser Fortnite et si on pouvait métacogiter et transférer et nous baser sur le développement des réseaux de neurones sous-jacents, ce serait d'une extrême richesse. Aujourd'hui, c'est à nous de nous saisir de ce que le jeune fait sur le jeu vidéo pour pouvoir essayer de transférer sur des activités que nous, on estime peut-être plus vertueuses ou bien peut-être plus capacitantes. En tout cas, si on se base par exemple sur les écrits de Steve Masson, on sait que la plasticité du cerveau et le développement des réseaux de neurones sous-jacents des fonctions exécutives se fait par l'utilisation répétée. Donc Fortnite, un enfant qui joue de façon répétée, va développer des compétences. Et dernier exemple, Virtual Regatta. Peut-être que la maman d'un jeune que j'ai accompagné aujourd'hui est présente ce soir, et si c'est le cas, je la salue. Je prends le jeune, on va l'appeler autrement, on va l'appeler Kevin. Tiens, je prends le jeune Kevin qui avait des troubles praxiques et des troubles d'intégration, enfin des troubles, des difficultés d'inclusion, de régulation émotionnelle et d'adaptation sociale, avec un profil qui pourrait faire penser à un TSA, trouble du spectre de l'autisme, et un grand renfermement sur soi et une volonté de déscolarisation. L'enfant a des grandes difficultés pour trouver des amis, maintenir des amitiés, développer des compétences avec un échec scolaire qui lui est renvoyé. Il a développé des compétences phénoménales en ligne. Il a créé une communauté. Il appartient à une équipe. Il participe à toutes les courses du globe et il est capable de vous citer tous les modèles de bateaux, mais aussi de vous construire votre bateau, de le paramétrer, de l'équiper, de construire son équipage, de prendre en compte la position du vent, de connaître toutes les marées du monde à travers le monde en fonction du calendrier et de savoir prévoir une trajectoire et une course pour gagner. Il fait aujourd'hui, donc il a, je sais pas, 15 ans, peut-être aujourd'hui 14 ans. Il y a déjà 2 ans, il faisait partie des 1000 premiers arrivés dans le Vendée Globe virtuel sur ce jeu. On a ici un jeune qui a trouvé une communauté d'appartenance, qui est un des leviers de la motivation, hein, le sentiment d'appartenance à une communauté. On a un jeune qui a développé des compétences, c'est le deuxième levier de la motivation, le sentiment de compétence, et qui était autodéterminé, qui jouait par lui-même parce qu'il y prenait du plaisir. Le sentiment d'autonomie ou l'autodétermination, c'est le troisième pilier de la motivation dans le modèle de l'autodétermination de Deci et Ryan. Donc, on a encore une fois eu un impact positif du jeu vidéo ou des ressources éducatives qui vont permettre une motivation, soit parce qu'il y a un feedback immédiat qui va donc donner un petit shot de dopamine, soit parce qu'on se base sur les trois leviers de la motivation intrinsèque. Je pourrais en citer des dizaines de milliers, mais je pense que Marie va reprendre la parole et que c'est le temps des questions-réponses. J'espère que j'ai été assez clair, un peu passionné peut-être, mais que je suis resté compréhensible et on va pouvoir peut-être rebrasser un peu tout ça si vous le désirez. Merci à Ouais, vous pour votre merci écoute. beaucoup. Merci beaucoup, Anthony. C'était effectivement très riche, mais aussi très clair. Vraiment, tu as pu aborder plein de choses pendant ces 30 minutes. Donc, merci à toi. Je commence avec une première question. Est-ce que les jeux présentés ont fait l'objet d'études scientifiques sur les populations visées? De Sophia Gerali. Non. J'ai envie de dire, ça dépend des jeux.
qu'on va présenter, on a des jeux qui n'ont pas la prétention, par exemple, si je prends les jeux vidéo que j'ai présentés en dernière slide, ils n'ont pas la prétention d'avoir un public cible et ce ne sont pas des jeux vidéo qui sont développés dans le but de répondre à des transformations de comportement ou de répondre à des besoins thérapeutiques. Donc ceci, il n'y a pas aujourd'hui, je pense, d'études qui vont... Par exemple, je vois mal Ubisoft mettre en place une étude de grande ampleur avec un hôpital pour voir si le fait pour voir si Assassin's Creed correspond plus à quelqu'un qui aurait un trouble de personnalité borderline ou à un TSA. C'est pas leur but. Leur but, c'est d'engranger des millions d'euros pour pouvoir développer le jeu suivant et pour pouvoir faire une plus-value. Par contre, si on est sur les programmes, pardon? Ouais. Babaou, Lucha. Voilà, alors Lucha, je crois qu'il y a une étude qui est mise en place, qui est mise en avant par le site. Donc là, du coup, il faudrait aller voir sur Lucha. Babaou, je sais qu'il y a une étude qui est en cours, tant que si je ne dis pas de bêtises, mais je pense qu'on pourra avoir plus d'informations ce soir. Babaou, aujourd'hui, elle est en accès libre et il y avait des premières inscriptions pour constituer des cohortes pour pouvoir analyser les résultats. Donc, je pense qu'Antoine, il y a des informations et il pourra en donner davantage par rapport à ça. Je sais que les trois applications que j'ai présentées, les trois jeux tout à l'heure, All You Can Eat, Guacamole et Crush Station, ont directement été développés par des laboratoires et des universités dans le but de développer les fonctions exécutives. Donc, ce sont des serious games qui ont été basés sur des recherches, un peu comme on pourrait avoir au LabCD, et qui ont été développés par des universités pour développer les compétences. À Babaou, on va retrouver des personnes qui sont impliquées dans d'autres programmes psychoéducatifs. Et donc, on a des personnes qui sont impliqué dans la recherche auprès des jeunes à besoins spécifiques ou auprès des populations. Quel autre jeu j'ai pu mettre en avant? Lucha. Quantuscribe, aujourd'hui, elle est mise en avant par l'éducation nationale et donc il faudrait aller chercher. J'ai pas la réponse par rapport à Quantuscribe, mais je sais qu'elle est mise en avant par l'éducation nationale et qu'ils permettent de l'utiliser et de former les équipes en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe de Quantuscribe peut former les inspecteurs, les conseillers pédagogiques ou bien les enseignants référents pour que eux soient à nouveau en mesure de l'utiliser et de partager les ressources au sein des établissements scolaires. Donc, c'est qu'il y a une reconnaissance quand même de ce qui a été fait. Pareil pour la Lilo avait été mise en avant et avait gagné des reconnaissances par le ministère de l'Éducation nationale. Il y avait même eu un petit effet parce qu'ils avaient voulu revendre leurs actions à la Silicon Valley et que ça a été mal vu parce qu'ils avaient bénéficié de subventions de la part de l'État français. Mais du coup, la Lilo a été mise en avant et est reconnue comme d'intérêt général ou en tout cas est reconnue comme efficace dans l'accompagnement du développement des compétences en lecture. Pareil pour Graphogame. Le jeu n'est pas français, mais oui, il y a des études qui ont montré leur plus-value dans le développement des compétences, dans l'acquisition des correspondances grapho-phonologiques. Et ces Maintenant, comme c'est... compétences, justement. Ouais, merci pour la réponse. Pardon, Antoine. J'enchaînais juste sur l'autre question, sur justement le transfert au quotidien des compétences acquises dans les jeux. Alors là, ça semble être une question qui concerne les jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est celle qu'on se pose aussi de toute façon dans les programmes, mais quand ça implique justement de la métacognition, je pense que là, c'est là où il y a le plus de chances d'avoir un transfert au quotidien. Moi, je vais être transparent et de toute façon, je le suis dès que j'interviens. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas chercheur en neurosciences de l'éducation. Moi, aujourd'hui, je suis un acteur de terrain qui va se baser sur des programmes qui sont mis en avant par des personnes qui font déjà comment dire, qui les utilisent. Par exemple, je ne fais pas le travail de Grégoire Borst ou je fais pas le travail d'Antoine Tanet. Je fais pas le travail de Leonard Van Etzel ou je fais pas le travail voilà, de n'importe quel thérapeute, de Vanessa Lalo, par exemple. Par contre, je vais m'approprier la transmission de leur savoir, de leurs études, ou bien de ce qu'ils mettent en avant. Je vais découvrir les outils et je vais m'assurer qu'il y a une reconnaissance dans ce que j'utilise. La reconnaissance, elle va venir du fait qu'elle est mise en avant par par des soutiens. Par exemple, si on a, je sais pas, bah, on peut aller faire un tour après. Je pense que j'avais mis. Si on va sur, tout à l'heure, je mettais, hop, Internet sans crainte. On est sur une reconnaissance du ministère de la Transformation de la fonction publique. On est sur une mission interministérielle. On a une reconnaissance sur des fonds européens. Et on doit avoir plein d'autres soutiens comme la Fondation de France. Pour moi, ce sont des labels de qualité qui montrent qu'on a des organismes et des contrôles. Euh, je fais aussi confiance à Faminim parce que derrière, c'est Axel Dessein, entre autres, et qu'Axel Dessein a été repéré par le comité d'effet des études des enfants, des écrans sur les enfants, la commission Macron, d'études sur les écrans. Donc, ce sont des personnes qui partagent des ressources en qui, on va pas dire que j'ai une confiance aveugle, mais qui ne sont pas des personnes qui sont intéressées.
C'est-à-dire que ce sont des personnes dont le métier est d'être thérapeute, de l'accompagnement ou dans l'analyse et dans l'étude. Moi, ensuite, mon métier, c'est d'utiliser sur des enfants et de voir s'il y a une plus-value au quotidien. À mon niveau individuel d'analyse, oui, sinon je ne les mettrai pas en avant. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effet sur des individus, ce n'est pas un effet de cohorte, c'est pas sur une étude sur la population. Ça, c'est pas mon métier, donc je n'aurai pas forcément les réponses à la question que la personne pose. Mais ouais. Ah non, t'inquiète, merci beaucoup Anthony. Mais merci d'ailleurs beaucoup pour la clarté de tes réponses, de ton propos qui était remarquablement précis et c'est bien circonstancié. Je voudrais juste faire un commentaire personnel sur la question parce que cette question sur la scientificité, je ne sais pas ce que tu en penses Anthony, mais si on prend un exemple de quelque chose qui relève d'un accompagnement extrêmement fréquent de la part de professionnels de santé, c'est les habiletés sociales. Si on regarde les études de validation scientifique sur les habiletés sociales, il y en a peu, et globalement, elles ne montrent pas une efficacité spécifique. Donc, c'est toujours intéressant de voir que les objets qui représentent une tension sociale ou une tension parmi les professionnels comme les écrans vont systématiquement susciter chez nous le fait de rechercher des preuves scientifiques, alors que qu'il s'agisse d'écrans, comme tu l'as très bien dit, ou qu'il s'agisse d'autres types d'interventions, finalement, on est quand même dans une approche qui est très empirique. Voilà. Après, du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, hein. C'est très juste. Ça me permet du coup de revenir sur un propos que j'ai pas eu le temps d'approfondir tout à l'heure. Les ressources que je présente sont des ressources qui sont très facilement accessibles pour les familles, pour les thérapeutes et pour les professionnels de l'éducation. Aujourd'hui, on est sur un webinaire qui est diffusé largement. Les ressources que je présente, on n'a pas besoin d'avoir un master ou d'avoir un doctorat en sciences de l'éducation ou bien en accompagnement d'un public spécifique pour pouvoir utiliser Fortnite, Zelda ou Ghost of Tsushima. Pareil pour utiliser Guacamole, Babao ou bien Scribe. Ce sont donc des ressources dont tout le monde peut se saisir. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que si on a une famille qui utilise des écrans, je vais prendre un exemple d'une famille roubaisienne, d'un enfant que j'accompagnais dans une école. Quand on est quatre enfants dans une chambre d'hôtel avec une maman qui doit faire la lessive, le linge et le repas dans le même évier, enfin dans le même lavabo, du coup, parce que c'est évier, lavabo, douche, et qu'il y a quatre enfants de quatre âges différents et qu'elle doit gérer le repas, les devoirs, la tétée et la survie de la famille, c'est parfois salvateur d'utiliser l'écran parce que ça permet de pouvoir ne pas cuire l'omelette sur un drap, tout bêtement, parce que ma charge mentale est pleine. La différence qui va se jouer, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets mes enfants devant Netflix pendant qu'ils regardent Squid Game et que j'ai pas d'effet positif dessus? Ou est-ce que j'utilise des ressources avec une sensibilisation, moi, en tant que parent, de ce que je peux faire derrière dans mon rôle d'éducateur, dans mon rôle de tuteur? Comme je disais tout à l'heure, si je donne Squid Game à mon fils de 8 ans, déjà, moi, je suis pas trop pour, mais il n'y a pas d'apport, il n'y a pas une grosse plus-value. Par contre, si je lui donne du contenu sur lequel je suis allé vérifier l'adéquation par rapport à ses besoins, par rapport à son âge de développement, et que je sais comment me positionner derrière pour soutenir le développement de compétences, là, il y a un enjeu à aller le faire. Peu importe derrière le niveau de preuve d'efficacité du jeu vidéo, mon rôle, ça va être mon rôle de tuteur et d'éducateur d'aller soutenir le développement du langage, des compétences socio-émotionnelles, de l'autonomie, de l'inhibition. Si vous voyez que votre enfant est en train de jeter sa manette de Switch contre le mur, ça va nous dire que peu importe ce à quoi il joue, il y a peut-être un travail d'autorégulation et d'inhibition comportementale à faire. Et là, du coup, c'est notre rôle de tuteur, parent, éducateur à mettre en place. Et donc voilà, ce sont vraiment des ressources qui sont facilement utilisables, pas toutes gratuites. Un jeu sur PS5 aujourd'hui, c'est quand même 70 euros. C'est un très gros budget. Mais on a des jeux qui sont à 5 ou 6 euros sur la Switch, qui font exactement le même travail. Merci beaucoup, Anthony. Euh, je voulais te poser une question. Tu as parlé de cible attentionnelle en citant Jean-Philippe Lachaud. Alors là, moi, je suis perdu. Est-ce que tu peux peut-être m'éclaircir sur comment on définit cette cible attentionnelle? La cible attentionnelle, en fait, c'est que dans une des premières étapes, quand tu travailles sur l'attention auprès d'un enfant en psychoéducation ou en neuroéducation, le but, c'est de lui apprendre comment utiliser ses ressources pour pouvoir se saisir d'une connaissance ou pour pouvoir réaliser une tâche. Et aujourd'hui, on a tous entendu à l'école ou bien même encore au travail à la maison, mais concentre-toi enfin. Fais un effort, concentre-toi un petit peu. Ok, concentre-toi, je veux bien, peux essayer, c'est-à-dire que je peux fermer les yeux. Mon fils de 3 ans, quand je lui dis concentre-toi, il fait une tête qu'il est unique à faire et il essaye de se concentrer. Et puis, je dis, OK, sur quoi tu te concentres? Mais en fait, il ne sait pas. Et on n'explique pas sur quoi on se concentre, pourquoi on se concentre, comment on se concentre et comment on sait si on a réussi à se concentrer pour avoir un feedback, un auto-feedback.
La cible attentionnelle, c'est l'idée de créer une valise avec l'enfant dans laquelle on va mettre un objectif, donc une tâche à réaliser ou bien une connaissance à acquérir, dans lequel on va délimiter une cible sensorielle sur à quoi je dois être attentif, à des bruits, à des ressentis internes, à des images, à ce que me dit ma maman, à ce que me dit l'enseignant. Est-ce que je dois être attentif à ce qu'il joue dans le cahier ou est-ce qu'il joue au tableau? Est-ce que je dois être attentif à ce qui se passe dans mon cerveau et donc à ma mémoire à long terme? Ça, c'est la cible au niveau des perceptions. Et ensuite, quelle est ma manière d'agir? Quand on dit concentre-toi quand tu te laves les dents, sur quoi je me concentre quand je me lave les dents? Est-ce que je me concentre sur le goût de fraise du dentifrice ou est-ce que je me concentre sur le toucher de ma langue sur ma dernière prémolaire, enfin sur ma dernière molaire pour voir si elle est lisse? Est-ce que je me concentre sur mon haleine? Est-ce que je me concentre sur la blancheur de mes dents? Est-ce que je me concentre sur le fait d'avoir un bout de salade à l'intérieur? Donc la cible attentionnelle, c'est cette valise qu'on va paramétrer. Donc Jean-Philippe Lachaud utilise l'image du PIM. Le PIM, c'est pouce index majeur comme moyen mnémotechnique, mais c'est aussi perception, intention et manière d'agir. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette cible et ensuite, une fois qu'on a la cible, savoir comment on paramètre son attention pour y répondre. Si tu veux que je continue de développer, tu peux me laisser encore. Ça va. C'était parfait, on a une question qui vient. Ouais, merci beaucoup. Ok. On a Alexandra Volkert qui est justement là, qui a participé à justement qui a créé Babaou. On va lui laisser la parole. Alors, je sais que vous avez vu que j'ai pas été très bon sur la technique de départ. Là, je me lance dans un truc nouveau. Je donne la parole à Alexandra. Ah, super. Salut Alex. Je sais pas si tu peux activer la caméra, j'en ai aucune idée. Tu nous entends? Je vous entends, j'ai réactivé le son. Et alors, je ne sais pas si je peux On t'entend, activer. on t'entend. Je suis pas sûre de pouvoir activer. Par contre, je n'ai pas de bouton qui me permet d'activer la caméra pour une raison que Je j'ignore. crois que ce sera que sonore, si ça te convient. Voilà. En tout cas, il me le propose pas. J'ai l'option. En vrai, J'ai l'option. on Bon, reste en audio, je crois. c'est mieux que rien. Euh, Eh bien, bah oui, mais merci de me donner la parole. Anthony, je te remercie d'avoir parlé de Babaou. Tout le monde m'entend? Je sais pas Oui, si... Oui, ok. oui. Euh, peut-être juste pour intervenir sur une des questions qui a été posée, qui est évidemment intéressante et qui est hyper importante, la question de la validation scientifique. Euh, alors, chez Babaou, alors c'est pas moi qui le crée, je participe à la création, hein. Il y a une trentaine de personnes derrière Babaou. Et moi, je suis la responsable de la recherche cognitive chez Babaou. Et donc, en tant que neuropsy, je m'assure que ce qu'on est en train de créer est effectivement en train de cibler les fonctions exécutives que l'on veut cibler. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas encore testé, on n'a pas encore commencé les études cliniques parce que ben, faire un jeu, ça prend du temps. Et donc, il y a la première version qui est une version bêta qui est en effet sur les stores iOS et Android qui est disponible gratuitement. Une version bien améliorée arrive en juin. Et quand je dis bien améliorée, ce sera vraiment un très très gros upgrade parce qu'ici, c'était une bêta test on voulait juste mettre à l'épreuve du terrain en sachant qu'il y avait beaucoup de choses qui ne vont pas encore. Mais en effet, à partir de septembre, les études cliniques démarrent. Et puis, je sais que par exemple, Endeavor aussi, aux États-Unis, il y a un papier qui est sorti en 2020. Il faut savoir que c'est un jeu qui se veut aussi vraiment un jeu vidéo immersif où on travaille les fonctions exécutives. Alors, eux parlent de l'attention, mais c'est plutôt du contrôle inhibiteur, avec vraiment la gestion d'interférences. Et ils ont testé sur des enfants qui jouaient 25 minutes par jour, 5 jours sur 7 pendant 4 semaines. Et ils ont vu des améliorations significatives au niveau des capacités attentionnelles et aussi des bénéfices dans la vie quotidienne qui ont été rapportés par les parents. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est un jeu qui a été approuvé par la FDA. Donc, la FDA, c'est la Food and Drugs Administration. Donc, c'est vraiment le, l'organisme aux États-Unis qui décrète si quelque chose peut être finalement défini comme un médicament, entre guillemets. Donc, ils l'ont vraiment intégré comme quelque chose qui sert vraiment au niveau thérapeutique pour les enfants présentant un TDAH, en avançant les mêmes arguments qu'Anthony mettait en avant et qui sont tout à fait justes, qui sont ceux de se dire que, ben, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui pourrait bénéficier d'une prise en charge, mais qui n'est pas toujours faisable tant au niveau financier qu'au niveau
de la mise en place au quotidien, des parents qui parfois ne peuvent pas toujours mettre en place des prises en charge. Et l'avantage de ce genre de jeu, même s'il ne remplace pas l'humain, permet en tout cas à certains enfants d'aller stimuler certaines compétences. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec Babaou et Ouais, on ouais. espère pouvoir vous en parler bientôt. Merci C'était Anthony. c'était génial. Merci Alex d'avoir fait la guest. Ah bah oui, c'était pas prévu, mais avec plaisir. Anthony, on a une nouvelle question. C'est vrai. Ah, pardon. Je peux juste faire un petit témoignage pour rebondir. Du coup, qui sera peut-être, ça prend 15 secondes. J'ai accompagné un jeune qui avait un trouble du spectre de l'autisme et une grosse difficulté à accepter le rapport à l'erreur dans ses apprentissages. Et le jeune, dans l'utilisation de Babaou, en fait, a compris enfin, a compris comment fonctionnaient les réseaux de neurones. Et en fait, il a accepté de se tromper parce qu'il a compris que plus il se trompait, plus ses neurones enfin, se connectaient. Et donc, il ne disait plus, ah, mais là, en fait, je me trompe. Là, je crée des réseaux de neurones qui vont me permettre de mieux comprendre tout à l'heure. Et donc, il allait volontairement se confronter à des difficultés plus importantes. Donc, il augmentait son niveau de difficulté dans sa zone proximale de développement parce qu'il voulait justement vivre cette difficulté parce qu'il avait pris conscience que quand il était en difficulté, ses réseaux de neurones allaient se développer. Et pour tous les thérapeutes et les éducateurs qui sont là, c'est vrai que moi, ce que j'ai envie de faire quand je vois Babaou, quand je vois ma fille qui joue à Babaou, c'est de prendre en capture les petites cartes de psychoéducation pour dire, je vais les prendre, je vais les imprimer et je vais les utiliser parce qu'elles sont très claires et elles sont juste géniales. Donc, si on pouvait avoir un jeu de cartes Pokémon avec les explications de Babaou, ce serait encore mieux. Mais on Voilà, aimerait bien, c'est un peu le but. On aura des jeux de famille super, neuroéducative. super. Peut-être une dernière petite question? Une question sur, alors, Anthony, est-ce que tu aurais un logiciel qui pourrait être proposé aux enfants de fin de cycle 2 pour la lecture, qui serait autre que l'Alilo et qui utilise l'intelligence artificielle? La question, elle est un peu délicate parce que des applications, oui, il y en a beaucoup. Qui utilisent l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr d'en connaître d'autres qui l'utilisent comme Lalilo le fait. Il faut savoir que quand on développe un jeu qui utilise l'intelligence artificielle, on est sur des années de développement. On est sur bien plus que des applications comme Grapho Games ou bien comme Matador que j'ai présenté tout à l'heure. On est sur des années de développement. Donc des applications qui vont pouvoir, c'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais Lalilo, sa grande force, c'est qu'il analyse la typologie de l'erreur que l'enfant va faire dans son parcours d'apprentissage pour d'une part faire un feedback à l'enseignant de la typologie exacte de l'erreur. Est-ce que c'est quelle est la récurrence des erreurs sur, je sais pas, le graphème et accent aigu dans le son et par exemple, ou quelle est la récurrence des erreurs sur le graphème AI dans le son et va proposer un parcours qui s'adapte aux difficultés de l'enfant. Donc ça, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le parcours est auto-adaptatif par rapport aux difficultés et par rapport aux facilités de l'enfant dans son apprentissage. Aujourd'hui, j'ai pas de connaissances d'autres jeux, d'autres applications qui seraient aussi pointus dans le développement de connaissances en lecture. Par contre, si on n'utilise pas l'intelligence artificielle, il y a d'autres choses, hein, comme celle dont je parlais tout à l'heure. Si vous allez sur Rallye Lecture, vous allez avoir toute une série. Si on prend un abonnement dans une classe pour Rallye Lecture, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais vous allez avoir Mathéro en mathématiques, vous allez avoir Rallye Lecture pour lire des livres et poser des questions, et vous allez avoir celle, j'ai perdu le nom, sur le développement de compétences de orthographe lexicale, qui est jumelée à Mathéro. Si vous allez sur Corneille, vous allez développer des compétences. Il y a plein d'autres applications de fin de cycle 2, mais elles ne se basent pas, à ma connaissance, sur l'intelligence artificielle. Après, aujourd'hui, avec un petit GPT, 18 euros d'abonnement par exemple sur ChatGPT, on peut utiliser soi-même l'intelligence artificielle pour créer des jeux, extraire le code et ensuite pouvoir aller, pourquoi pas, l'importer sur des petits logiciels pour coder soi-même des jeux. Sinon, on utilise, je termine juste avec cette phrase, on peut tout à fait aussi utiliser soi-même un logiciel de codage pour les jeunes qui s'appelle Scratch Junior. Et là, on est donc sur l'utilisation de compétences numériques chez l'enfant qui va développer lui-même des compétences pour coder des jeux d'apprentissage du français. J'ai un de mes meilleurs potes qui est enseignant en CM1, CM2. Son délire, c'est de faire créer par ses élèves des jeux de grammaire générative eux-mêmes sur Scratch Junior. Et donc, c'est les élèves qui utilisent leur intelligence, qui n'est pas artificielle, pour créer des jeux au service des autres élèves dans la classe, pour des fonctions de tutorat et de mentorat. Et là, c'est eux qui codent le jeu. C'était super, Anthony. Merci encore pour l'exhaustivité de tout ce que tu as amené. Il y a beaucoup de ressources et je pense que ça va énormément plaire. Avec Marie, on s'est échangé des messages, bien sûr,
en off entre nous et on se disait que vraiment on appréciait énormément ton intervention et je pense qu'on aura très envie de te demander peut-être un jour de faire une intervention sur l'utilisation de GPT parce qu'il y a un spectateur anonyme qui justement nous fait remonter que lui, il aimerait bien apprendre à utiliser cette ressource-là. Merci encore. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là en présentiel. Vous n'êtes pas nombreuses et c'est un phénomène qui se dessine. Et pourtant, vous êtes nombreux à regarder ensuite en distanciel sur YouTube le webinaire. On arrive souvent à 700-800 vues. Donc, merci aux personnes qui sont présentes et aux personnes qui le verront en replay. Vous nous manquez en direct. Vous nous manquez en direct pour la richesse des échanges. Bon, c'est comme ça. Le format évolue ainsi. Il y a plus de vues en replay. Merci encore. Je voudrais juste dire que le mois prochain, on n'a pas encore la date exacte, mais ce sera donc un jeudi soir et c'est le professeur Céline Clément qui doit nous parler de l'arrivée d'un nouveau programme, le programme ASPI, sur la guidance des parents qui ont un adolescent à la maison sans trouble intellectuel. Voilà, un programme qui est très attendu. Merci encore, Anthony. Marie, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben, encore un grand merci. On a effectivement pu aborder pas mal de choses, beaucoup de ressources. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Anthony? Non, mais comme je disais, c'est une partie de tout ce qui existe. Donc, si le message c'était de voir si les écrans pouvaient être un levier positif, oui, j'ai envie de dire oui, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous mettre à côté de l'enfant qui teste pour voir à quel point ça peut être positif pour lui, comme pour vous en tant que parent, éducateur, enseignant, thérapeute, etc. Donc, merci beaucoup pour votre accueil et l'opportunité d'avoir porté ce message ce soir. Merci Et beaucoup. merci pour tout le bon sens de tes propos aussi. Donc, Merci beaucoup, Anthony. Bonne Merci. soirée. Et Marie et moi, on fait un bisou à Clémence. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bonne au soirée. revoir, Au bonne revoir. soirée.